On se retrouve sur Basket Session pour le 6e CQFR de la semaine, celui où on répond à toutes les questions de nos auditeurs, enfin presque toutes les questions, parce que Shai est toujours obligé de faire du tri, parce qu'il y a beaucoup de questions. Shai qui justement est avec nous, et évidemment Théo aussi. Ouais, je pense que je vais prendre comme job à plein temps trieur de questions, tellement c'est une tâche herculéenne. J'en rajoute évidemment. Continuez de nous envoyer des questions, c'est top. Même si c'est frustrant parfois de pas toujours pouvoir faire passer vos questions avant une semaine ou deux quand vous insistez. On commence donc cette semaine, les gars, avec une petite question de Romain qui nous demande qui, selon vous, entre Joel Embiid et Kevin Durant, a le pire ratio talent-leadership, le contraire d'un LeBron ou d'un Théo Homesser qui allie les deux au top. Disons que... J'aurais pas pris LeBron comme meilleur exemple de leadership. J'aurais pas pris Théo. C'est super flatteur, par contre, merci. Joel Embiid, moi, je dirais. Je dirais aussi Embiid, parce que finalement, KD, on sait pas. Je trouve que c'est souvent ce que KD dit lui-même quand on lui reproche son manque de leadership. Et autant je trouve casse-pied dans ce genre de situation, autant je pense qu'il a pas tort, en fait. On sait pas vraiment, tu vois, comment il est dans les vestiaires, on sait pas, en fait, sur le terrain même. Alors que Joel, effectivement, je trouve que j'ai l'impression qu'on a plus d'éléments matériels pour se dire que ça a pas l'air d'être le top. Ouais, je pense que j'ai l'impression qu'Embiid il cherche plus d'excuses. Excuse-moi, Shai. Et que Durant, pour le coup, j'ai l'impression que même avec les jeunes joueurs, par exemple, il y a un peu plus une connexion. Ils ont été fans de lui. Il y a peut-être un peu plus de transmission de savoir que Joel Embiid. Eddie a jamais vraiment jeté quelqu'un sous les roues du bus. Après, il a peut-être sciemment aussi jamais été totalement le visage unique, exclusif d'une franchise. Embiid, on a vu avec Ben Simmons, avec dans d'autres cas aussi. Donc bon, il a eu cette situation, il a peut-être pris ce risque-là que KD n'a pas pris. Mais ouais, il a l'air plus positif, KD. Il a l'air d'être plus connecté à ses coéquipiers pour la plupart. Mais bon, je pense que c'était une petite question pour pas pour tacler Joel Embiid, hein, mais je sens un peu je sens un peu le truc à son sujet. Pas de réponse évidente du coup sur ce coup-là. Question suivante. De Flying Flow, salut la team. Arthur Sen de First Team vient de scorer 52 points dans un match de N3. Et vous, quel est votre record de points marqués sur un match et à quel niveau? Entre parenthèses, record de but pour Shai. Déjà, dédicace à Arthur, hein, franchement, chapeau, parce que quel que soit le niveau, les 50, il faut aller les planter. Donc ouais, bravo à Arthur pour sa perf. Ouais, c'était sympa d'ailleurs sa petite interview après avec First Team. J'avais regardé ça, je trouvais ça cool. Il avait l'air très, enfin ouais, et puis en plus il avait l'air vraiment humble aux 52 points, ce qui est ouf. Hein. Moi j'ai jamais vu ça de mon vivant face à moi, mettre un mec qui met 50 points. Même c'est simple, hein, pour vous donner un exemple, j'avais déjà dit une fois, nous, il y a un ancien pro dans mon championnat, là, enfin un ancien pro, le mec était pro il y a 2 ans, hein. Il y a un Ukrainien qui était pro il y a 2 ans, il joue là dans le championnat, alors il a un scoring infernal, genre il a fait 49 et 44 par exemple récemment, mais il n'a pas tapé les 50, tu vois. Non, mais c'est un pro, tu vois, c'est le mec, c'est un pro. Oui, c'est vrai. Et Arthur, il fait ça et tu sais, nous, en région, Arthur, il fait ça en N3, quoi. Tu vois, il va mettre 52 points en N3. Donc, non, fort. Et sinon, moi, mon record, alors, c'est pas ridicule, mais c'est pas ouf, mais c'est 26 ou 28. Et c'était déjà en Allemagne, mais pas à Munich. C'était quand j'habitais à l'époque à côté de Karlsruhe. Donc, le niveau, c'est pareil. C'est le plus bas niveau région, je dirais. Un truc comme ça. J'avais quand même mis 26 ou 28 points. Je me souviens pas si c'est 26 ou 28, mais c'est sous les 30. Voilà. Moi, moi, le niveau, c'était en départ, en fait, avec des potes. On avait voulu se retrouver ensemble. Du coup, il y avait un club qui se remontait, une équipe senior qui se remontait à Montreuil. Donc, on repartait du bas en départ. Et moi, mon record, c'était 41 points. Et alors, c'est pas du tout aussi impressionnant que ce qu'a dit Arthur. Mais quand je regardais son interview, c'était pareil. C'était marrant. Il disait qu'il avait conscience d'avoir marqué des points, mais il savait pas du tout combien. Et moi, c'est pareil. En fait, à la fin, je pensais que j'avais mis 25, un truc comme ça. En fait, j'avais pas du tout percuté, mais ça, honnêtement, dans un match, j'ai toujours été incapable de dire combien de points j'avais marqué au sortir d'un match. C'était en croquant un peu ou pas? T'as beaucoup tiré ou... En fait, non, je pense que j'ai quasiment rien raté. Je pense que c'est plus ça. Je pense que j'ai pas eu un volume. Enfin, si, le volume qui te permet d'en mettre. Faut quand même prendre un certain nombre de tirs, mais je pense que j'avais pas dû rater grand chose. Et je pense que c'était des tirs qui étaient dans mon registre. Donc en fait. Enfin, t'es dans ta tête, c'est des tirs qui sont dans ton registre, quelque part, c'est normal que tu les mettes, tu vois, c'est... Enfin... Sur le moment, quoi, mais voilà. Ouais. C'était il y a bien longtemps.
Ouais, bah moi, pour le foot, ayant évolué majoritairement à des postes défensifs, en match officiel, j'ai jamais mis plus d'un but dans le même match. Et c'est déjà pas arrivé ultra souvent. Et en match amical, j'ai mis un doublé une fois. Je crois que c'était contre Sarcelles. Voilà, rien de, rien de phénoménal. C'est plus compliqué au foot d'oublier combien tu as mis de buts dans le match quand même. Sinon, c'est vraiment, t'es en train de gagner 47-0, et auquel cas, c'est plus compliqué. Voilà. Je sais plus si je suis à 8 ou 9 là. Ça peut arriver. Après, ça, c'était dans le foot à 11. Après, là, aujourd'hui, le foot à 5, ça m'est déjà arrivé de mettre 5 ou 6 buts, même peut-être un peu plus sur des matchs où on a mis 15 ou 16 buts. C'est comme des matchs de hand presque après les matchs de 5. Donc, mais je vais dire qu'on va dire que ça compte pas, sinon c'est trop facile. Question suivante, question de Paul. Sur les 6 dernières saisons, nous avons eu 6 champions différents. D'un côté, on pourrait se dire que c'est positif pour le suspense et que ça reflète une relative égalité des chances entre les équipes. Mais on pourrait aussi y voir le mauvais côté des choses, le manque de dynastie qui empêche d'établir des records collectifs et créer des rivalités à long terme qui plaisent au public, confèrent le succès des finales entre les Cavs et les Warriors, et un côté aléatoire qui peut aller à l'encontre du mérite réel des équipes. Je tente 2 explications à ce constat. La saison NBA est tellement longue et intense qu'il est très difficile pour une équipe de rester à son meilleur niveau plus d'une saison, avec les blessures, la fatigue et l'usure mentale, et la prédominance du tir à 3 points dont la réussite reste assez variable. Voyez-vous d'autres explications, et plus globalement, qu'en pensez-vous ? Vas-y Théo. Je pense que un des éléments quand même qui est majeur et qui fait que je pense qu'on ne reverra plus de dynastie, et dans une certaine mesure, je pense qu'il y a un moment où il faudra revoir la manière dont on évalue les meilleurs joueurs, parce que je suis pas sûr que ça sera toujours aussi possible de gagner autant de titres que ce qu'ont fait Magic, Jordan ou d'autres. C'est quand même le mouvement des joueurs en fait, et puis la manière dont le CBA est désormais construit, qui d'un point de vue quasiment mathématique t'empêche de conserver des grosses armadas sur très longtemps, parce qu'à un moment où de toute façon tu peux pas te le permettre en termes de masse salariale, vu que tes meilleurs joueurs tu vas être obligé de les payer au salaire max si tu veux les garder, et que derrière les joueurs qui n'étaient pas encore au salaire max mais qui sont émergents ou qui finissent par émerger, il y a un moment les uns plus les autres, ça te revient trop cher. C'est pour ça que au-delà de 3 ans, je pense que ça va être très dur de pouvoir conserver des fenêtres de tir qui te permettent de gagner de nombreux titres. Même celui des Warriors, il faut rappeler que si Kevin Durant a pu signer, c'était un petit peu l'aubaine complète, en fait, que c'est tombé pile au moment où effectivement les Warriors ont pu accueillir son salaire, sinon ça n'aurait même pas été possible d'un point de vue financier, quoi. Ouais, c'est quand il y a eu la grosse hausse du cap en 2016 Ouais. qui a donné beaucoup. Toutes les équipes se sont retrouvées 30 ou 40 millions sous le cap et tout le monde avait de quoi ajouter des contrats max, quoi. Et c'est comme ça qu'il y a eu plein de joueurs qui ont chopé des contrats qui n'avaient plus aucun sens. Evan Turner a signé pour 72 millions. Pareil pour Joachim Noah, Timofey Mozgov. Enfin bref, il y a eu des gros contrats distribués. Ouais, ça, je pense que c'est un point très, très important, hein, le CBA, le mouvement des joueurs, les équipes qui sont moins stables qu'avant. Moi, je serais tenté, c'est dur à prouver, je sais que certains sont pas d'accord, mais je serais tenté de penser aussi qu'il y a beaucoup plus de talent, tout simplement, qu'il y a beaucoup plus de talent répartis un peu partout en NBA, et que du coup, c'est plus difficile qu'avant. J'aime pas trop dire ça, c'est une comparaison d'époque, mais qu'en tout cas, c'est particulièrement difficile de rester au plus haut niveau. Je le mettrais comme ça. Et par contre, moi, je sais pas si ça me gêne, en fait. Je sais pas si j'ai vraiment besoin d'une... Après, voilà, c'est purement individuel, je réponds pour moi, du coup, là, et peut-être que mon avis ne reflète pas complètement celui des fans de basket, mais je sais pas si j'ai vraiment besoin d'une grande rivalité qui s'installe, une grande narration. J'ai besoin d'équipes qui jouent bien au basket. En fait, j'ai besoin de prendre du plaisir à regarder du basket, et j'ai pas forcément besoin d'un artifice autour. J'ai pas besoin qu'il y ait une énorme rivalité. Moi, les finales Cavs-Warriors, par exemple, bah moi, elles m'ont gonflé, hein. Je ne vais pas vous mentir. Très vite, ça allait à sens unique. Celle de 2018, elle ne sert à rien, en fait. La finale, elle se joue en finale de conférence. La finale 2018, c'est juste une purge. Et c'est 4 matchs. Tu sais déjà qui a gagné, tu sais déjà qui va gagner. C'est Kevin Durant entre-temps qui arrive, et il y a l'année de la remontada qui est un peu particulière, mais c'est vrai qu'après, il n'y avait pas trop de suspense, quoi. Ça a été des gifles. C'est ça. Ouais. Donc bon, est-ce qu'il y a forcément besoin? Est-ce que cette rivalité... Après oui, c'est sûr que pendant la saison régulière, ça fait vendre. T'as les Cavs qui dominent d'un côté, les Warriors de l'autre. Mais bon, je sais pas. Je suis pas ultra là-dedans pour avoir besoin de vibrer. Donc je sais pas si on a besoin de faire quelque chose pour forcément revoir des dynasties, etc. Je pense pas que ce soit grave pour le basket.
qui ait besoin de rivalité. Ouais, moi, j'aime bien quand, enfin, pas chaque année, mais quand des équipes se retrouvent et qu'il y a il y a un petit contentieux sportif et ça, c'est plutôt cool. Mais moi, j'aimerais bien une alternance entre des équipes nouvelles qui arrivent un peu tous les ans et en même temps, je sais pas, une finale qui se répète 2 fois sur 3 ans avec une petite revanche. Ça me dérange pas. Faut pas que ce soit dans un sens, faut que ce soit pas dans un sens unique, je trouve. Mais bon. Et sinon, les explications que vous avez données me paraissent très bonnes dans le mouvement des joueurs et tout. Ça, je pense qu'on on a un peu redéfini aussi le terme de dynastie ces dernières années parce que une régularité déjà au plus haut niveau sur plusieurs années avec 1 ou 2 titres dedans, c'est déjà une dynastie pour nous. Alors qu'avant, fallait faire comme les Celtics ou les Lakers et en gagner un paquet sur pas mal d'années. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, sur les rivalités, en fait, moi, j'ai pas besoin qu'elles soient en finale. Parce que les rivalités, c'est cool. Mais tu vois, en play-off, l'important, c'est que je trouve ça effectivement plus excitant quand tu en as en play-off. Mais pour moi, ça veut pas forcément dire qu'il faut que tu aies la même finale année après année. Après, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose d'un petit peu fascinant quand une équipe gagne plusieurs finales de suite, comme ça a été pour les Warriors, comme ça avait été avec les différentes participations du 8 au final, parce que tu te demandes soit s'ils vont réussir à continuer à gagner, soit s'ils vont perdre. Mais moi, une des récentes finales que j'avais vraiment kiffé, c'était celle entre les Bucks et les Suns, parce qu'en fait, c'était hyper frais. En fait, on ne savait pas du tout quelle équipe allait... comme c'est la première finale de chaque côté, tu savais pas qui allait mieux... assumer son statut, tu savais pas quels ajustements allaient pouvoir être faits d'un côté ou de l'autre, et je me rappelle plus, tu vois, des audiences pour cette finale, mais je sais que moi je m'étais passionné pour cette finale là par exemple. Ouais, des équipes nouvelles qui découvrent les finales aussi, il y a une certaine excitation. Je suis d'accord, c'était assez cool à l'époque. Il y a un sujet, les gars, qui a vraiment, j'ai l'impression, passionné nos auditeurs cette semaine parce qu'on a eu, je sais pas, 5 ou 6 questions qui retraçaient ça. J'en ai retenu 3, mais qu'on va condenser en une, juste en citant Benjamin, Xavier de Saint-Etienne et Geoffrey, qui ont un peu en substance dit la même chose. C'est la situation aux Spurs avec Greg Popovich et sa succession même, parce que nos 3 auditeurs que je viens de citer sont déjà projetés vers l'avenir. Benjamin, par exemple, nous demande qui on voit pour venir coacher les Spurs. Est-ce qu'on croit même à un possible rapprochement avec Vincent Collet via Victor Wembanyama? Est-ce que Victor a de l'influence sur le choix du prochain coach d'après nous? Et Xavier qui propose lui carrément des noms. Alors la continuité avec Mitch Johnson, l'assistant actuel, Thiago Splitter qui a quitté la maison il n'y a pas très longtemps, des noms liés à l'arbre généalogique de Pop, Mike Brown, Vogel, Budenholzer, d'autres pistes plus clinquantes type Steve Kerr, Doc Rivers, bref. Et on nous cite aussi Thomas Lissalos, c'est Xavier qui nous le cite, et Geoffrey également. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de la situation des Spurs? Est-ce que vous avez déjà un petit avis sur ce qui va se passer après? Parce qu'il y a quand même une possibilité qu'on ne revoie pas ce cher Pop coaché à nouveau. Moi, je pense que le plus... si je devais parier, vous savez que je ne suis pas un parieur, mais moi, je mettrais une pièce quand même sur le coach actuel, en fait. Je pense que c'est vraiment plutôt dans la manière de faire des Spurs de privilégier la continuité. Donc moi, je ne serais pas étonné qu'au moins pour une saison, voir ce que ça donne, ça soit le coach actuel qui poursuive si ça devait être le cas. Les autres pistes de grands coachs, de coachs déjà établis, là, je voyais pas trop le truc. Tu vois, les Vogel, les Budenholzer, tout ça. Ouais, je suis pas sûr. Il y a Brett Brown qui est toujours dans le staff, mais je pense que si ça avait dû être lui, ça aurait peut-être déjà été lui maintenant, en fait, en tant que pour prendre l'intérim de Pop. Donc moi, j'aurais plutôt misé sur la continuité. Un peu pareil que toi, j'ai même parfois du mal à comprendre pourquoi Mitch Johnson se fait autant descendre par une partie du public. Je trouvais qu'il y avait quand même des choses intéressantes chez Mitch Johnson. Peut-être qu'on en attend un peu trop de San Antonio trop tôt, mais je suis pas... Après, voilà, je fais peut-être pas assez attention, mais je trouvais qu'il y avait dans son discours, dans son attitude, des choses intéressantes, dans sa manière d'utiliser Victor Wembanyama. Je trouvais aussi surtout qu'il avait déjà... Et ça m'avait, moi, réconforté, d'ailleurs, enfin, réconforté, le mot est pas bon, mais ça m'avait laissé penser qu'on ne reverrait pas Popovich, c'est qu'il avait déjà une présence de coach. En fait, il avait pris une attitude où tu te disais, ça ressemble pas juste à un intérimaire. Et très tôt, après sa nomination, Mitch Johnson, il avait déjà cette attitude, cette prestance de coach.
je pense aussi qu'il y aura pas. Je comprendrais pas l'intérêt d'un Budenholzer, d'un Vogel. Tu sais, c'est le recyclage permanent des coachs. À un moment, bah non, tu vois. Je vois pas quelque Ils vont chose. faire acte de candidature, par contre, à mon avis. Si on sait Ah quel oui, poste bah est ça oui, il libre. y aura du monde. Ouais. Mais voilà, là, comme ça, je dirais comme Théo, qu'à mon avis, ce sera Mitch Johnson au moins au début. Et est-ce que Wembanyama aura son mot à dire? Je dirais pas complètement. Sans doute qu'on va peut-être le sonder brièvement sur la question ou qu'il sera, je sais pas, mais il sera pas pleinement intégré au processus. Il est pas encore assez. Je pense qu'il a pas encore ce pouvoir-là, même si c'est un excellent joueur, même si c'est un des meilleurs joueurs du monde, même si c'est le futur de San Antonio, il sera pas. Je pense qu'il a pas l'expérience et pour être aujourd'hui en mode ah bah tiens, viens toi qui as 21 ans, viens avec nous là, on fait le processus, tiens regarde qui c'est qu'on choisit entre ces mecs là. Non, ça je pense pas. Moi, je pense qu'il le sera indirectement, c'est-à-dire que ils vont prendre un mec qui sera compatible avec Victor, même si la plupart, je pense, des coachs sont compatibles. Mais si par exemple, il y a un coach qui est réputé pour pas être super fan des joueurs internationaux, j'en sais rien, je dis totalement au pif. Hein. Je pense qu'ils vont quand même essayer de trouver quelqu'un qui est adapté à lui, à la timeline. Déjà, ils vont pas, je pense pas prendre un mec de 78 ans pour succéder à Pop. Et moi, mon petit rêve, mon envie, ce serait qu'ils arrivent à convaincre Becky Hammon de quitter les Aces pour revenir coacher. Bon, ils sont pas séparés en ultra bon terme, mais à un moment, elle me paraissait tellement dans la shortlist pour lui succéder que j'aimerais bien. Ce serait top que la première femme à coacher, à être head coach à plein temps en NBA, ce soit aux Spurs, ce soit avec Victor Wembanyama. Donc, j'ai peu d'espoir que ça arrive. Et si c'est pas ça, je pense que ce sera quand même quelqu'un du fameux arbre généalogique, quel qu'il soit, et puis il est gigantesque, ça implique beaucoup de coachs dans la ligue. Je vois pas quelqu'un d'extérieur qui serait pas du tout dans la culture des Spurs de ces dernières années. Par contre, ça peut être une surprise, parce que Pop a souvent surpris quand même en la matière, avec les mecs qui choisissaient, ne serait-ce que pour des piges quand il était malade ou absent, parfois c'était assez surprenant, et même le choix en lui-même de Mitch Johnson, qui est pas celui qui est là depuis le plus longtemps, il est très jeune comme coach, c'était déjà une petite surprise, donc on verra bien. Moi, je vote pour Becky Hammon. Et sinon, Vincent Collet, j'y crois pas au passage. Non, moi non plus, je pense pas. En head coach, ce serait très surprenant quand même. Après, peut-être que pour intégrer l'organigramme, Kenny Atkinson a dit qu'il discutait souvent à Cleveland avec Vincent Collet, donc pourquoi il tiendrait pas un rôle similaire ailleurs? Peut-être assistant aux Spurs, c'est pas impossible à mon avis. Question. On va rester sur les coachs. Question d'Anthony. J'espère que les vacances de Théo ont été profitables et qu'il a pu se ressourcer avant d'entrer dans le Money Time pour nous proposer un nouveau MOOC. Alors, tu pourrais leur dire que tu n'étais pas non plus en train de te la couler douce sur la plage, Théo. Les carrières des joueurs NBA sont plus ou moins courtes et leur après-carrière se trouve généralement dans le milieu du basket. Aujourd'hui, beaucoup de bancs NBA sont occupés par des anciens de la ligue, Kerr, Kidd, Redick, Billups ou encore Udoka. On peut donc penser que des futurs coachs se cachent chez les joueurs actuels. On pense immédiatement à Chris Paul, dont la voix semble royale pour occuper un banc NBA. Mais d'une manière plus générale, quels joueurs actuels aimeriez-vous ou pensez-vous qu'ils ont un avenir dans le monde du coaching? Les joueurs qui jouent encore en ce moment, t'as dit? Joueurs actuels dans la ligue ou Jim McConnell. Ouais. C'est une bonne question, ça. Est-ce que déjà dans les stars, vous en voyez, dans les mecs un peu connus? J'allais dire, parce que tu sais, Draymond, là, il avait sorti cette phrase comme. Enfin, je pense que c'était quand même un peu sous le ton de la boutade, comme quoi les Warriors lui auraient déjà proposé de manière informelle un job de coach pour après sa carrière. Je suis pas sûr qu'il ait quand même le tempérament pour pouvoir faire ça. Hein. C'est autre chose aussi d'avoir un QI de basket sur le terrain et puis de pouvoir être un entraîneur derrière. Il n'y a pas forcément j'ai pas tant de pistes que ça. Choses qui me viennent en tête, en fait. Parce qu'il y en a certains, j'ai l'impression qu'ils ont l'intelligence, mais je sais pas s'ils auraient la volonté, tu vois, de faire ça. Parce que là, dans ceux qui ont été cités, là, il y a quand même il y a des anciens très grands joueurs entre les Kidd. Je sais même plus qui nous avait cité il y avait Kidd, il y a Billups, il y a des Hall of Famers, quoi. Kidd, Redick, Kidd, Billups, pardon. Donc moi, j'essaie de chercher dans les stars actuelles, c'est ça qui est pas simple. Ah, dans les stars, oui, dans les stars. Ouais. C'est vrai que moi, je pensais même pas aux stars. Je pensais direct. C'est très rare, quand même, que des stars. Tu vois, même Billups. Est-ce que c'était une star? Tu vois, c'était un joueur très fort, mais. Non, mais il y a Kidd, quoi. Jason Kidd, c'était quand même une star. Kidd, c'était une star, c'est vrai. Mais finalement, c'est très rare, les anciennes stars qui deviennent coach et qui sont des bons coachs. Le Kidd du futur, ça peut être Chris Paul, quoi.
Ça pourrait être un meneur un peu cerveau qui prend les rênes d'une équipe. Chris Paul, c'est le plus évident, je pense. Ouais. Bon, il aurait pu. Bon, il est en retraite maintenant, mais je sais que Rajon Rondo le veut aussi. J'ai un peu plus de doutes sur le côté humain, sur la pédagogie et le relationnel, mais sinon, pas simple. Ouais, je sais pas finalement, parce que tu penses qu'il a pas été apprécié par ses anciens coéquipiers, Rondo? Non, il pense que Rondo est un connard. Voilà, moi je te le dis comme ça. Pardon, je suis sans filtre. C'est ça qu'il pense sur Rondo. Bah non, mais pas oui et non. Oui, bon, il y a des trucs extra-sportifs qui me dérangent un peu, mais Jason Kidd les a eus, d'autres coachs les ont eu, il n'y a pas de problème. Hein. Mais même juste, j'ai l'impression qu'il est un peu marginal, Rondo. Alors, ça s'est un peu moins vu ces dernières années quand il est passé dans des podcasts et machin. Il est un tout petit peu plus consensuel, mais je le trouve très, très à la marge quand même. Donc, je sais pas si dans ses relations avec des joueurs actuels en plus, j'ai quelques doutes. Plus à la marge qu'un mec comme Tom Thibodeau, par exemple. Ouais, tu vois, des coachs, il y en a qui sont comme ça, hein, des coachs comme ça. Des coachs vrai. qui sont. Lui, il a le profil du mec qui n'est pas un ancien joueur, quoi. Et qui a une sorte d'érudit dans son domaine. Vous pensez que Draymond Green. Non, on sait que ça va être un consultant. Sûr et certain. Consultant. C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense pas. Puis il faut voir qu'il faut quand même être taré, hein, parce que c'est Enfin, taré. Je veux dire, c'est quand même une énorme charge de boulot. Et souvent, c'est pour ça, je pense que pour les stars, c'est rare les stars qui font des grands coachs derrière. Parce qu'en fait, souvent, les stars sont des mecs qui sont doués, même s'ils ont travaillé, et certains beaucoup. Et en fait, c'est pour ça, tout de suite, on pense tout le temps à des mecs de l'ombre, en fait, qui deviennent des coachs. Parce que eux, de toute façon, ne serait-ce que pour être au haut niveau, ils ont dû bosser 15 fois plus que les stars, même souvent, en fait. Et ça, je pense que c'est un travail ingrat, de vidéo, de longue haleine aussi. Hein. C'est parce que Jason Kidd, c'est vraiment, encore une fois, une exception de passer de joueur à head coach. Ou même JJ Redick, c'est des exceptions, quoi. Mais regarde un mec comme Patrick Ewing qui a dû passer 15 ans en tant qu'assistant coach sans jamais avoir l'opportunité d'être. Les pivots, ils ont jamais, les anciens pivots, ils n'ont pas le droit de coacher. C'est presque une règle. Mais c'est clair, tu vois, parce que moi, un des premiers auxquels j'ai pensé, c'est des mecs comme Kevin Looney, tu vois. Tu vois qu'il y a du QI basket, tu vois qu'il y a de l'encadrement des jeunes et tout. Je suis sûr que c'est un mec qui est. Bon, je sais pas si ça le brancherait, mais tu vois, c'est à des mecs comme ça que j'ai pensé. Mais c'est vrai que sur les intérieurs, il y a toujours un stigmate quand même qui fait que c'est rarement à eux qu'on propose, quoi. Ouais. Moi, je mettrais un mec comme Joe Ingles pour bousculer un peu. Je pense que ça pourrait être drôle. Ça faisait longtemps que j'avais pas prononcé le nom de. Ouais, avec l'accent australien. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de Joe Ingles. J'ai ressenti le besoin. Excusez-moi, c'est parti tout seul. Voilà. Il a un peu oublié l'ami Joe. Question d'Erwan. Je vous propose une question Hoop Culture. Le but est de proposer le joueur ou la joueuse qui correspond le mieux à ses albums. Alors, on nous l'avait déjà posé, Erwan nous l'avait posé il y a quelques temps déjà, Théo, mais tu n'étais pas là, donc je me suis dit que j'allais garder ça pour ta présence. Donc, en gros, il y aura un nom d'album et il faudra trouver le joueur qui selon vous, correspond à ça. Le joueur To Pimp a Butterfly, qui est dans le top 5 all-time pour les plus jeunes et que les plus anciens mettent par politesse en fin de top 15, car l'âge d'or du basket s'est terminé en 98. Donc, qui est dans le top 5 all-time. Top 5 all-time pour les plus jeunes, donc pour la génération actuelle, on va dire, et que les plus anciens mettent par politesse en fin de top 15. Si t'avais pas dit fin de top 15, j'aurais dit Kobe. Il est vachement mis dans le top 5 même presque par ma génération, mais il est pas en fin de top 15 non plus quand même. Ouais, mais c'est à peu près ça pourrait être ça. Hein. Mais ça pourrait être genre Kobe, je pense. Genre en tout cas quand Kobe est mis dans la course au GOAT, je trouve ça. Ouais. Je trouve ça trop quoi. Mais j'aurais pas mis de top 15 non plus. To Pimp a Butterfly, album de Kendrick Lamar évidemment pour je suis un peu coincé par le classement en fait, parce que sinon tu vois j'aurais trouvé. Tu peux en fait juste ça dépend, peut-être que toi tu considères l'album en question comme différent de ce qu'a décrit Erwan aussi, ça dépend de ça aussi. Quel joueur est To Pimp a Butterfly pour toi? Je peux vous dire ce qu'a mis Erwan. Moi j'adore To Pimp a Butterfly, pour moi c'est mon album préféré de Kendrick, hein. Il est incroyable ce disque. Le joueur proposé par Erwan, il y aura peut-être, pour lui c'est Stephen Curry. Stephen Curry parce que top 5 all-time pour les plus jeunes presque. Alors, ça peut être plus ou moins top 5, hein, mais ça peut être top 10. Et que les plus anciens mettront par politesse dans le top 15 parce que pour eux, l'âge d'or du basket s'est terminé en 98. Okay. Ouais, mais moi, j'ai pas ce côté-là, en fait. C'est pour ça que j'aurais pas pensé à Curry, mais c'est un très bon exemple parce que... Mais voilà, je pense pas qu'ils soient en fin de top 15 non plus, du tout. Mais ouais, c'est un bon exemple, ouais. Le suivant, le joueur The Low End Theory. Dans le top 5 all-time des anciens pour qui le basket c'était mieux avant, et que les plus jeunes mettent par politesse en fin de top 15 sans jamais l'avoir écouté. Okay. Abdul Jabbar.
ou Larry Bird, tous ces mecs-là. Larry Bird, c'est le joueur cité par Erwan. Pour lui, c'est Bird ou Jabbar, je pense qu'ils sont plus. Ouais, c'est excellents exemples, mais même Magic en fait. Moi plus ça va, parce que j'en parlais avec un pote, plus les joueurs jouent longtemps maintenant, jouent des 15 saisons, des 20 saisons, etc., plus la carrière de Magic Johnson me semble incroyable. 9 saisons en 12 ans. 9 saisons en 12 ans. Le mec, il a pas arrêté parce qu'il était cramé, il a arrêté parce qu'il, voilà, à cause du sida, il pouvait plus continuer. Sa carrière, elle est extraordinaire, et même dans les discussions sur le GOAT, on en parlait un petit peu dans le podcast avec Urbain, dans le Hoop Culture avec Urbain, où je trouve ça gênant en fait quand on part du principe que c'est soit Jordan, soit LeBron. En fait, si on se pose la question, il faut que tu reprennes un peu, tu réélargisses, quitte à revenir sur ces deux-là si besoin. Mais un mec comme Magic, je pense qu'on se rend plus compte à quel point sa carrière est incroyable. Ouais. Et donc, The Low End Theory, qui est un album de A Tribe Called Quest, évidemment. Prochain album proposé, le joueur The Marshall Mathers LP, qui n'est dans aucun top 5, mais que tout le monde met dans son top 15. Attends, qui n'est dans aucun top... Personne, ni chez les jeunes, ni chez les vieux, mais que tout le monde, quand même, jeune et vieux, met dans le top 15. Donc, très bon, mais pas assez pour être considéré comme GOAT, comme l'un ou l'autre, par l'une ou l'autre des générations. Allez, je vais tenter. Olajuwon. Olajuwon. Je t'ai coupé le... Non, t'inquiète. Attends. Je suis désolé. Je peux te redire. Personne ne le met dans son top 15. Voilà. En gros, non, si. Personne ne le met dans son top 5. Ouais. Ni les jeunes, ni les vieux. Ok. Mais tout le monde le met dans le top 15. Ah, non, mais du coup, je sais pas si je mets Olajuwon. Je pense qu'il y en a plein qui mettent pas Olajuwon dans leur top 15. Raison. Moi, je dirais Shaq. Du coup, c'est ça ma réponse. Shaq ou Duncan. Ou Duncan. Peut-être Duncan. Je dirais Duncan, parce que Shaq, je suis sûr qu'il y a des mecs qui vont dire non, mais Shaq, il est top 5, tu vois. Il y en a qui. Donc, je vais prendre Duncan, je pense, c'est une valeur encore plus sûre. Théo, toi, t'avais dit. J'ai dit Olajuwon, mais effectivement, je pense que peut-être que les plus jeunes savent plus qui c'est. En fait. C'est possible. La proposition d'Erwan, les plus jeunes savent qui c'est. La proposition d'Erwan, c'est Kevin Durant. Jamais top 5, mais que beaucoup, où tout le monde mettra dans son top 15, comme The Marshall Mathers LP d'Eminem, évidemment. Et dernière proposition d'Erwan, le joueur The Miseducation of Lauryn Hill, dont la carrière a démarré fort avant de décliner inexorablement vers l'anonymat. C'est méchant. Pour l'anonymat, peut-être pas quand même pour Lauryn Hill, mais pour les retards de 4 heures au concert, ouais. Ouais, parce que c'est ça en fait, c'est juste qu'elle a surtout qu'elle a jamais sorti d'autres disques. On l'avait mis une fois aussi dans un culture, quelqu'un nous a dit ouais, vous connaissez pas, elle a sorti un live. Oui, mais enfin son live, c'est les morceaux qu'il y a sur son album solo. Je veux dire, donc il n'y a pas eu d'autres vrais albums de Lauryn Hill. Et bien sûr, on sait qu'elle était dans les Fugees. Je reprécise pour la même personne. Si je vais être chiant, redonne-moi l'intitulé. Pas de problème. Donc, le joueur de Miseducation of Lauryn Hill, dont la carrière a démarré fort, mais décliné inexorablement vers l'anonymat. C'est pour ça que après, il y en a Tyreke Evans, Keith Van Horn. Keith Van Horn. Stéphane Marbury, peut-être. Si tu veux être très dur, mais non. Ouais, ça dépend comment c'est sur combien d'années. Je me demande dans quelle mesure tu mets Blake Griffin. Mais il a été régulier pendant quelques temps quand même. Exactement, c'est qu'il est très longtemps, il est très fort. Ça rentre pas vraiment en fait, ça rentre pas vraiment dedans. C'est plus lui, c'est pas sur le côté qui rentre dans l'anonymat, c'est plus ça s'arrête d'un coup, tu vois, boum. J'ai l'impression que Blake Griffin d'un coup, il est passé de All-Star à plus jamais jouer. Ben Simmons peut-être. Zion aussi peut-être. Pour l'instant, c'est Zion, il est encore trop fort, Zion. En plus, Zion, il performe. Mais regarde la hype qu'il avait. Là, il performe. Tout le monde s'en fout, en fait. En plus, il y a la chanson. Personne ne s'en rend compte, quoi. Il y a la chanson To Zion dans l'album de Miseducation of Lauryn Hill, évidemment. Moi, je crois que j'aurais mis Derrick Rose. Genre, c'est pas de sa faute, hein. Ça a décliné inexorablement parce que, voilà. Mais j'aurais peut-être mis ça, parce que c'était un hit de fou comme l'album de Lauryn Hill. Et en même temps, derrière, ça a décliné pour des raisons de santé, comme Lauryn Hill aussi, quelque part. Hein. Penny aussi, alors, du coup. Penny, ouais. Et tout à fait, ouais, Penny, c'est pareil. Hein. Et la proposition d'Erwan, qui était un peu différente des nôtres, c'était Michael Carter Williams.
Ah oui, Ah oui, oui. dans le même moule que Keith Van Horn et Terry Evans, quoi. C'est ça. Mais Voilà faut pour tout donner sur la première année. Ouais, ça. Voilà pour ce C'est pas des petit bons jeu. businessmen, hein. Faut leur dire qu'il faut tout donner dans la 3e année parce que c'est là que C'est là où tu tu signes ton signes. premier vrai contrat. Exactement. Évidemment. Merci Erwan pour ce petit jeu estampillé Hoop Culture. Question suivante d'Enguerrand. Ma question porte sur les Phoenix Suns et plus précisément sur KD, dont on a déjà parlé un peu avant. Vous évoquez souvent le très probable trade de KD durant l'été. J'ai 2 questions. La première, selon vous, quelle équipe serait prête vraiment à effectuer ce trade? Et ma deuxième question, que Phoenix devrait-il rechercher lors de cet échange? Plutôt des pics de draft pour se reconstruire ou plutôt des role-players de qualité pour tenter de remporter la première bague de l'histoire des Suns? Ça serait peut-être un peu compliqué avec KD qui s'en va, mais si Booker reste, pourquoi pas. Donc voilà, en gros, où est-ce que vous voyez Kevin Durant? Quelle équipe vous voyez se lancer à la course à la signature au trade de Kevin Durant et que devraient chercher les Suns dans cette opération? Ce que les Suns devraient chercher dans cette opération, c'est le plus de premiers pics possible. Mais le truc, c'est qu'ils trouveront pas, en fait. Parce que c'est malheureusement, je pense que c'est trop tard, que Kevin Durant est... Bien sûr, il est fort, mais je suis pas sûr qu'il y a une équipe qui sera prête à se saigner vraiment pour le faire venir maintenant, en fait. Je suis pas sûr. Et dans la foulée, de toute façon, dans la foulée, ils auront jamais ce qu'il faut en retour pour bâtir un contender autour de Devin Booker. Je pense pas qu'ils auront suffisamment autour. Je pense que si KD se barre, moi je continue de penser que Devin Booker sera le suivant à partir. Et je pense pas, encore une fois, je pense pas qu'ils pourront récupérer ce que Utah a récupéré pour Rudy Gobert, ce que les Nets ont récupéré pour Kevin Durant. Je pense que ça va être très dur, hein. Moi, je pense aussi que ça, c'est pas possible, dans le sens où, de toute façon, il est plus âgé, il est plus souvent blessé, il a plus qu'1 an de contrat aussi, hein. Le Kevin Durant va être échangé en tant que free agent à venir, donc forcément, la contrepartie sera pas haute, mais je mettrai quand même une petite nuance sur le plus de pics possible. Je dirais que ça a un sens que si les Suns sont sûrs de maintenir une équipe suffisamment forte pour pas tanker. Parce que sinon, avoir des pics qui ne sont pas les leurs, ça va pas leur servir à grand chose. S'ils se retrouvent avec le 3e choix de la draft et qu'ils sont obligés de l'envoyer à Houston, d'avoir le 15e choix du Thunder ou tu vois, ou de va savoir quelle équipe, ça sert à rien en fait. Tu vas drafter des mecs qui seront pas en mesure de prendre le relais. Donc je pense que des pics, c'est intéressant que s'il y a aussi dans le lot, dans les des joueurs qui leur permettront de se maintenir au moins dans le top 10 de la conférence Ouest. Je pense que c'est d'ailleurs ça l'objectif des Suns, hein, c'est de récupérer un peu de flexibilité et un peu de futur tout en se maintenant plus ou moins à une place correcte. Et c'est pour ça que l'offre des Timberwolves, potentielle des Timberwolves, elle peut avoir un sens. C'est-à-dire qu'à Minnesota, ils peuvent aller chercher Jaden McDaniels, qui est un joueur encore suffisamment jeune et encore est assez bon pour aider l'équipe, avec Julius Randle qui pourrait éventuellement aider l'équipe sans plomber les finances au-delà de la saison à venir, éventuellement un pic, 2 s'ils sont protégés, des trucs comme ça. Et là, tu as à la fois un peu de flexibilité, enfin un peu d'assets, et à la fois, ok, on garde une base correcte pour aller jouer la 10e place, mais au moins on n'est pas... Parce que voilà, je pense qu'il y a la donnée très importante, je le rappelle, c'est les Suns n'ont aucun de leurs pics. Aucun de leurs pics, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de quoi que ce soit, ils n'ont pas leur pic. Donc si les Suns terminent avec le 3e plus mauvais bilan de la ligue et qui récupèrent le 1er choix de la draft, ils ne drafteront pas en premier. Donc le seul transfert où je pense qu'il faut vraiment qu'ils maximisent les pics, c'est Kevin Durant à Houston. Là, oui, là je veux récupérer mes pics. S'il vous plaît, les mecs, rendez-moi mes trucs, je repars de zéro, je ne vais pas être une menace pour vous. Rendez-moi mes pics. Mais sinon, je dirais un mix des deux. Et la deuxième partie de la question, c'était quelles équipes. Donc moi, je pense que Minnesota va faire une offre. J'en suis assez convaincu que les Timberwolves vont essayer. Ouais. Je pense que les Nuggets ont très intérêt à faire une offre, sauf si les Nuggets sont champions cette année. Mais si les Nuggets ne sont pas champions cette année, si j'étais Denver, je sacrifierais Michael Porter Jr. Je ferais le pari de penser que Michael Porter Jr., malgré tout ce il est important quand même dans cette équipe de Denver, très important, et il a été un membre important du titre. Je fais le pari de me dire, il ne sera pas plus fort demain, ou pas beaucoup plus fort demain que ce qu'il ne l'est aujourd'hui. Et c'est un mec, peut-être que le jour où Durant part à la retraite, on n'a plus Michael Porter Jr. et on va devoir retrouver un profil dans ce style-là, mais
Kevin Durant va vraiment nous aider. Jokic et Durant, avec Jokic et Durant, on gagne. Sur 1 ou 2 ans, on gagne. On gagne au moins une fois une bague. On fait une finale NBA. Et moi, je ferais ce trade si j'étais les Nuggets. C'est vraiment les 2 grosses équipes qui, pour moi, ont le plus d'intérêt à faire Kevin Durant. Après, je pense que beaucoup de franchises vont être intéressées. Dallas va être intéressé. J'ai lu récemment que San Antonio faisait partie de la liste, mais j'arrive pas à savoir si c'est juste... on balance les Spurs dans n'importe quelle rumeur parce qu'il y a Victor Wembanyama. J'ai lu que Miami était dans le coup, mais je vois pas du tout Kevin Durant atterrir à Miami. Absolument pas, ça m'étonnerait. J'ai même pas l'impression que le Heat va viser ça. J'ai l'impression que le train, il est passé, Kevin Durant à Miami. En 2016, il a pas voulu. Je pense que ça se fera plus. En 2019, il a pas voulu. Honnêtement, je pense que ça se fera pas. Donc ouais, je vois ces équipes de l'Ouest, un peu toutes les équipes middle en fait. Vraiment, enfin, Denver est pas une équipe middle, hein, mais vous avez compris l'idée, des équipes compétitives qui vont vouloir ajouter une star à celles qu'ils ont déjà. Je vois vraiment que des équipes qui ont déjà une superstar. Je partage ton avis, Antoine, parce qu'en plus, tu vois, pour une équipe comme Miami, je pense qu'il n'aurait pas de sens de devoir passer par un trade. Tu l'as dit, il lui reste 1 an de contrat. Autant attendre 1 an, en fait, dans ce cas-là, sinon. Ouais, bah ouais. Voir si jamais il choisira d'être free agent pour justement choisir complètement sa destination, peut-être la dernière ou l'une des dernières. Donc je pense que ces équipes-là, elles attendront. Et là où tu as raison, en fait, pour Minnesota, pour Denver, je partage ton avis. Là, en plus, c'est limite, tu échanges poste pour poste avec Kevin Porter Jr., c'est parfait pour toi. Ce qui est intéressant avec Minnesota, au-delà du fait que qu'Anthony Edwards adore Kevin Durant, que c'est son joueur préféré, etc., tu as le côté, bon, bah, tu fais venir un fort joueur, tu fais plaisir à ta star aussi, en faisant venir son idole peut-être. Et le truc pour les Suns, c'est que je pense pas que de toute façon la reconstruction elle passera pas par un trade en fait de Kevin Durant. Limite, je vais prendre cette analogie, elle est peut-être un peu honteuse, mais il faut qu'ils fassent la monnaie en fait. Ils ont un gros billet, il faut qu'ils cassent avec de la monnaie pour ensuite aller récupérer plusieurs éléments qui leur permettront d'aller récupérer des joueurs moins forts mais qui pourront aller échanger dans des équipes qui seront moins fortes aussi et dont les pics seront peut-être plus intéressants pour eux si jamais ça se passe pas bien. Et l'idéal étant, c'est ce que tu disais Antoine, de pouvoir récupérer leurs propres pics de manière à pouvoir avoir en main une partie de leur destinée. Mais dans tous les cas, le chemin il va être ardu. Hein. Je suis désolé pour les fans des Suns, mais ça va être douloureux. On avait parlé dans la Late Session, hein, Antoine, la Late Session qui est toujours disponible sur YouTube, la rediff de mardi soir, où on s'est dit aussi qu'il y avait... Enfin, faudrait aussi sans doute attendre de voir ce que certaines équipes vont faire en playoff. Tu parlais de Denver. Moi, je mentionnais des équipes comme même OKC, en fait. S'il y a un accident, il y a des équipes qui peuvent être tentées de changer de direction ou d'utiliser des assets qu'elles ont en stock depuis quelques mois, quelques années pour un gros move, ce qui peut être un panic move pour certains. Mais je pense qu'il faut attendre un peu. En plus des pistes évidentes là maintenant, forcément Minnesota, c'est évident. Personne aujourd'hui pense que Minnesota va gagner le titre ou aller très 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 loin en playoff, donc ça a du sens. Mais à mon avis, il y aura des candidats surprises. Toutes les équipes qui ont du mal à atteindre leurs objectifs en playoff, je pense qu'il faut surveiller, à mon avis. Même les Knicks, au final. Oui. Ça rentre dans ta catégorie que tu viens de décrire. Si les Knicks se plantent là, tu peux être tenté de te dire au final, Michael Bridges ne pas retourner à Phoenix, tu vois, ou OG Anunoby, tu vois, mais genre... Ouais. Bon, je pense que les Knicks ne seraient pas dans mon top 5 des équipes où je verrais Kevin Durant, où j'imagine un trade, mais ça... Tiens, bon, après, il a refusé une fois, il a préféré aller aux Nets. Est-ce que tu veux vraiment retenter le coup? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment faisable, mais bon. Mais limite, pour KD, ce qui m'intéresse le plus, c'est le move d'après, en fait. Je suis curieux de voir s'il va choisir d'être free agent, et moi, si à sa place, c'est ce que je ferais, en fait. Et là, ça va vraiment être intéressant parce qu'en fait, il a déjà fait tout l'argent du monde. Il a déjà la carrière il a le respect de tout le monde. Ça va vraiment être intéressant de voir comment il choisit de terminer sa carrière. À mon avis, les Suns ils vont avoir, apparemment, 6 transferts il y a. D'ailleurs, j'ai mis quelques petits bémols dans la late session. Je dis qu'il peut se passer encore quand même beaucoup de choses. Tu vois, ça paraît tellement très évident aujourd'hui qu'il faut se méfier en fait. C'est limite, ça peut relâcher tout le monde à Phoenix de savoir de toute façon il va partir, et ça peut aider à avoir des discussions sur des non-dits et éventuellement même apaiser la situation. Et tu sais pas ce qui peut se passer, tu sais pas si les Suns arrivent à transférer Bill par miracle avant qu'il y ait un éventuel trade de Kevin Durant. Tu vois, il y a plein de choses qui font que tu sais pas, un renvoi du coach, une discussion. Je pense qu'on se dirige vers un transfert de Kevin Durant. J'avais donné un pourcentage, j'avais dit si moi vraiment 70% de moi pense quand même qu'il va y avoir un trade.
Mais faut pas négliger le reste. Genre, je ne mettrai pas non plus aujourd'hui complètement pour acquis que ça arrivera. Par contre, si ça arrivera, Théo, je pense que Kevin Durant, il choisira sa destination quand même, plus ou moins. Et c'est ce qui ressort des rumeurs de Charania, c'est que les Suns vont l'envoyer là où il veut aller. Et donc, à mon avis, il ne deviendra pas free agent, en fait. Il va direct prolonger, comme l'a fait Jimmy Butler avec les Warriors, là, si tu veux. Je pense qu'il va direct prolonger dans la foulée. Il va choisir son équipe avant d'être free agent et plus ou moins rester dans l'équipe qui a envoyé des assets en contrepartie, quoi. À voir, parce que tu vois, je trouve qu'il y a plein d'équipes pour lesquelles qui feront pas de trade. Tu vois, OKC, pour moi, ça aurait pas de sens, en fait. Parce que il devrait donner trop de choses pour récupérer. Par contre, si tu peux le signer en free agent, en fait. Tu vois, imagine KD, il veut absolument gagner un autre titre. Et il se dit, dans quelle équipe est-ce que j'ai le plus de chances de pouvoir gagner un titre? Un peu comme l'ont fait d'autres anciennes stars sur la fin de carrière, en fait. Là, moi, si je suis KD, je me dis, ouais, je peux me poser la question d'OKC. Je me poserais peut-être la question des Lakers. Tu sais pas où ils en seront dans un an d'ici. Tu vois, si tu veux finir en disant, non, je vais jouer avec mon gars LeBron ou Luka, et puis on va voir ce qu'on peut faire. C'est pour ça que sur la prolongation de contrat, je suis pas aussi catégorique que pour Jimmy Butler, parce qu'ils ont pas fait même si les contrats... Jimmy Butler a très bien gagné sa vie, hein, c'est pas la question. Mais tu vois, je pense que c'est pas tout à fait complètement les mêmes enjeux. Ouais, mais du coup, je pense que dans ce scénario-là, en fait, il n'y a personne qui trade pour KD alors. Et dans ce cas, il reste à Phoenix jusqu'au bout de son contrat. Parce que si tu es l'équipe, je pense que l'équipe qui va le récupérer va demander. Enfin, tu vois, il y aura une discussion. On sait que le tampering, c'est du vent, ça n'existe pas. Tu vois, il y a des discussions entre les joueurs. L'équipe qui va être en position de le récupérer, quelle qu'elle soit, elle va parler avec le camp de Kevin Durant. Genre, est-ce que tu prends une extension? Et je pense que s'il dit pas oui, il n'y a pas d'équipe qui fait ce trade. Et là, dans ce cas-là, c'est différent. Là, effectivement, il arrive à la free agency un an après, tu vois. Mais enfin bon. Mais ça n'empêche que ton scénario est vrai, hein, mais tu vois, pour une équipe comme Denver dont tu as parlé, en fait, je me dis que le jeu peut en valoir la chandelle, en fait, de dire on va avoir un an de KD. On n'est pas sûr de savoir s'il va prolonger, mais par contre, on a un vrai shot maintenant, quoi. Parce qu'on a tout le reste, en fait, quasiment, tu vois. Donc, il y en a pas 50 des scénarios comme ça, mais il y a quelques équipes pour lesquelles ça peut quand même peut-être valoir le coup, même sans avoir la garantie d'avoir une prolongation. Sachant que pour KD, jouer à Denver, c'est attractif aussi. C'est pas comme si tu te retrouvais à Charlotte, où, tu vois, le mec, il y va contraint et forcé, quoi. Ah, c'est vrai. Antoine avait mis en avant l'intérêt de la législation en matière de substances illicites dans le Colorado pour inciter Kevin Durant à rejoindre. Il a un glaucome, ça va, il peut. Hein. Oui, ça va. Question suivante, un peu provoque de Mehdi. Salut les gars, si jamais Shai Gilgeous-Alexander venait à décrocher le trophée de MVP cette saison, pourrait-on considérer qu'il serait à cet instant le meilleur joueur de la classe de draft 2018, c'est-à-dire devant Luka Doncic? Je vois pas pourquoi le MVP influerait sur le meilleur joueur, c'est ça, en qualité, parce que dans ce cas-là, en fait, aujourd'hui, tu pourrais le débat pourrait je vois pas pourquoi le MVP donne plus de validation à ce débat ou pas, tu vois. Dans ce cas-là, on pourrait le dire dès maintenant, dans son niveau de jeu. Si on parle de niveau de jeu, si on parle d'accomplissement, c'est autre chose. Si on parle d'accomplissement, Shai serait MVP là où Luka a jamais été MVP. Mais si on parle purement de niveau de jeu, il y a déjà des gens qui aujourd'hui te diront Shai c'est un des 2 ou 3. Mais je crois que The Ringer le met deuxième meilleur joueur. Alors, The Ringer, je déteste leur classement parce que leur top 100, ils sont toujours que sur. C'est très centré sur le moment. Genre Tyrese Maxey va passer de la 10e à la 38e place en 3 mois d'écart. Et ça, c'est ce qui me saoule chez The Ringer. Mais Shai Gilgeous-Alexander, par exemple, actuellement, il est deuxième du top 100 de The Ringer, juste derrière Nikola Jokic. Donc, il considère aujourd'hui que Shai Gilgeous-Alexander est un meilleur joueur que Luka Doncic. Donc, je vois pas pourquoi le MVP change vraiment ça. Le MVP, c'est un trophée, c'est une récompense sur une saison. Moi, je pense sincèrement encore aujourd'hui qu'un Luka Doncic en pleine possession de ses moyens est un meilleur joueur que Shai Gilgeous-Alexander. Je sais que Gilgeous-Alexander est un plus complet si tu prends l'aspect purement two-way player. Si tu te dis à qui est le plus impactant des deux côtés du parquet, il l'est par rapport à Luka. Mais je pense que Luka est un basketteur quand même plus complet que Shai. Même si je trouve que Shai continue d'ajouter des atouts à son jeu, notamment en attaque. Et je mettrais Luka devant Shai aujourd'hui. Mais il y a vachement de discussion et je serais absolument pas choqué de quelqu'un qui me dit non, moi je trouve que Shai Gilgeous-Alexander c'est un meilleur joueur que Luka Doncic. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que Shai a, comment dire, avec la saison qu'il est en train de réaliser, pour l'instant, il réduit l'écart, en fait. Parce que moi aussi, je pense que Luka Doncic est intrinsèquement, en fait,
plus fort. C'est une phrase qui peut-être qui fait trop simpliste, mais que c'est pas une question forcément de plus complet ou pas. Je pense qu'il est plus fort en fait. Mais voilà, la saison de Shai est incroyable. Ce que tu dis, Antoine, moi je l'entends complètement. Quelqu'un qui me dit et qui pense que Shai est le meilleur des deux, bah j'ai pas non plus. J'ai mon avis personnel, mais je peux entendre cet avis-là. Par contre, je suis pas sûr que le trophée de MVP en lui-même différencie. Je veux dire, si c'est trophée de MVP et qu'il fait finale NBA avec OKC, oui, c'est double argument. Luka, il a quand même fait les finales NBA, c'est pareil en fait. Donc c'est une discussion qui est intéressante, mais je pense pas que le trophée de MVP, si jamais c'était Shai qui devait l'obtenir cette saison, réglerait le débat en fait. Oui, parce que la question, c'est aussi si demain il y a une draft ouverte sur toute la ligue, qui tu prends d'abord, Luka Doncic ou Shai Gilgeous-Alexander? J'adore Shai Gilgeous-Alexander, vous le savez. Je pense quand même que je prends Luka. Surtout le Luka des derniers jours qui défend comme un chien, qui court partout et qui réduit alors l'écart, il est quand même important. Je pense que SGA est un très bon défenseur. Mais quand c'est ce Luka-là, moi, je le prends devant presque tout le monde à part Nikola Jokic, je pense. Bon, et ça n'empêche pas que peut-être que Shai va être champion NBA à la fin de la saison. Est-ce que pour autant, à moins qu'il fasse une campagne légendaire et qu'à la fin il fasse des choses qu'on n'a jamais vues, peut-être qu'il sera quand même pris derrière Luka dans une draft hypothétique. Bon, ça veut pas forcément dire grand-chose. C'est des joueurs qui sont relativement différents aussi. Même on n'a pas un meneur et un pivot non plus, hein, mais je pense que le consensus, c'est quand même de dire que Luka est un meilleur joueur. C'est pour ça que je disais que la question est un peu provoque, mais elle s'entend parce que il n'arrête pas de progresser, il est d'une fiabilité incroyable, Shai, et on n'a peut-être pas encore tout vu. Après, si c'est qu'il est MVP et qu'il gagne le titre, c'est encore une autre discussion, parce qu'effectivement, le but d'un grand joueur, c'est quand même d'aider son équipe à gagner. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je rappelais que Luka avait quand même fait les finales NBA. Là, tu es sur autre chose, et c'est vrai que c'est ce qui était très intéressant, on en a parlé à plusieurs reprises, mais le livre The Big Book of Basketball de Bill Simmons, où il fait une pyramide, en fait, il reprend tous les meilleurs joueurs all-time. Alors, je sais qu'il a fait une réadaptation en mode podcast pour remettre à jour son classement, mais tu peux... En fait, les titres gagnés, ça peut pas être le seul argument, mais c'est quand même un argument que tu dois prendre en compte à un moment dans l'évaluation des joueurs. Donc là, ça sera encore autre chose, effectivement, si Shai était champion cette année, quoi. Je suis d'accord. Oui, ça a beaucoup plus de poids que le MVP. Ça montrerait en playoff en fait qu'il a compris quelque chose, qu'il a débloqué quelque chose que Luka n'a pas forcément trouvé encore cette formule. Tu vois, des choses comme et ça. accessoirement qu'il n'aura pas été tradé en cours de saison contre sa volonté pour des motifs fallacieux. Voilà. Question de Massil. Ces dernières années, le fan de foot que je suis a vu fleurir de nouvelles polémiques et de nouveaux problèmes qui reviennent chaque année et presque exclusivement en France. Depuis quelques années, beaucoup de clubs de foot français et d'équipes nationales comprises, notamment les espoirs, mettent la pression sur les joueurs pratiquant le jeûne du mois de Ramadan pour qu'ils choisissent entre leurs obligations religieuses et les matchs au risque de les écarter. La décision n'étant pas prise sur le critère sportif, mais sur des suppositions de prévision de performance non corrélées par les professionnels de la question. En effet, pour les athlètes professionnels, il est rare de voir un réel impact du jeûne, surtout quand il est accompagné par des professionnels, confère Karim Benzema, qui a toujours fait les meilleurs mois de sa carrière en jeûnant. J'en viens à ma question. Par pure ignorance, parce que je ne sais pas comment se passe cette période dans le basket et notamment en France, puisque c'est de là que vient mon point de comparaison, cette période s'accompagne-t-elle de polémiques récurrentes aussi pour le basket? Je sais qu'en NBA, ça ne pose pas vraiment de problème. On voit souvent Jaylen Brown ou Kyrie Irving, par exemple, rompre leur jeûne sur le banc ou pendant des temps morts, sans que ce soit spécialement relevé par les gens. Est-ce que dans le basket français, notamment, je pense que c'était très centré sur la France, sa question, et même vous, dans vos clubs respectifs, est-ce que c'est un sujet qui prête à polémique? Moi, dans les clubs dans lesquels je suis passé, ça n'a jamais posé le moindre problème, en fait. J'ai eu des coéquipiers qui prenaient 5 minutes au milieu de l'entraînement pour rompre le jeûne et qui reprenaient l'entraînement. Ça n'a jamais été un souci. Dans le basket français, c'est pas... En fait, je suis pas sûr d'avoir avoir une vraie réponse, en fait. Parce que quand même, je pense que à un moment, dans les années 90, notamment... mais certainement aujourd'hui encore, hein, je pense que c'était... comment je peux formuler ça? Je vais partir de ça, en fait. C'était Tariq Abdul-Wahad avait beaucoup fait parler de lui en parlant de racisme en équipe de France et dans le basket français. À l'époque, il y avait eu une espèce de levée de bouclier quand même, quasiment, je veux dire, de toute la part...
quasiment de partout, en fait, en disant que c'était pas possible de dire des choses pareilles, etc. Force est de constater que, comme dans tous les autres pans de la société, il y a du racisme. Que ce soit dans le basket français, ou dans le basket, ou dans le sport, il y en a aussi, en fait. Il y en a aussi. Et donc... moi, je peux pas dire que j'ai connaissance de cas précis, en fait, répétés en tout cas, de cas où c'est pu être problématique, mais je pense que malheureusement, par la simple loi des statistiques, je dois en déduire qu'il y a forcément des situations où ça a dû être compliqué pour des joueurs ou des joueuses, qu'on l'ait su ou qu'on l'ait pas su. Ouais, moi pareil que toi, j'ai pas de réponse, mais j'ose aussi penser que malheureusement ça a posé des problèmes. Pour le Ramadan, c'est vrai que j'ai jamais entendu de politique à l'échelle du basket français, mais on sait qu'on est quand même on a une fédération qui refuse que les jeunes filles portent le voile. C'est quand même fou. En Allemagne, par exemple, je vais te donner un exemple, c'est un État où l'Église et l'État ne sont pas séparés quand même. Il y a une religion officielle en Allemagne, c'est la religion catholique. C'est la religion chrétienne, en tout cas, oui, je pense que c'est catholique en Allemagne. Et on a des employés de mairie avec le voile. On a des joueuses qui peuvent jouer avec le voile. Il y a dans mon club, il y a des nanas qui jouent dans l'équipe des filles avec le voile, en fait. Et tout le monde s'en fiche, en fait. Ça pose problème à personne. Tu vois, personne n'est choqué par ça. Et c'est vrai qu'en France, que c'est purement du racisme quand on interdit le voile de la pratique sportive. Donc voilà, c'est un autre exemple. C'est pas tout à fait le Ramadan, mais si je peux me permettre, ouais, c'est pas simplement ça, c'est de la mécompréhension de ce qu'est la laïcité, en fait. Exactement. Mais ouais, c'est pour ça que j'ai lancé le truc c'est pour ça que j'ai lancé le truc sur l'Église n'est pas séparée de l'État en Allemagne. Mais c'est qu'en France, on se la joue laïque, mais on comprend pas en fait ce que c'est la laïcité. Tu as tout à fait raison. Et du coup, je serais pas surpris que dans des clubs, il y ait peut-être des soucis, peut-être des fois avec le Ramadan. Je sais pas trop comment ça se passe. On n'a pas eu de scandale. Et c'est vrai que moi, à mon échelle, pareil, j'ai eu des coéquipiers qui faisaient le Ramadan. J'en ai même encore aujourd'hui dans mon équipe. Et ça pose de problème à personne en fait. Ouais, c'est... Dans le foot pro, il y a eu des soucis, comme le dit Massy dans sa question. Même tous les ans, hein, quasiment, des coachs qui s'en plaignent ou des choses comme ça, des gens qui réclament des suspensions de salaire et autres. Et la France est un peu isolée dans ce cas-là, parce que tu prends en Angleterre, il y a des pauses réglementaires parce qu'ils ont un nombre important de joueurs qui font le Ramadan dans leur championnat. En France, il y a un nombre important aussi de joueurs qui le font. Il y en a, c'est très personnel. Il y en a qui vont le différer à d'autres mois sur d'autres mois de l'année quand il n'y a pas de compétition. Mais moi, j'ai toujours l'impression que c'est créer des problèmes où il n'y en a pas tellement. S'il y avait simplement des facilités pour certains joueurs de pouvoir faire... c'est pas trop compliqué de faire ça, de laisser un joueur se restaurer 3 minutes ou de faire une pause d'1 minute 30 comme une pause rafraîchissement pendant les matchs, si ça concerne vraiment beaucoup de gens dans le championnat, comme c'est le cas. Bon, en basket, c'est vrai qu'il y a eu l'histoire de... il faut savoir que la FIBA autorise le port du voile depuis 2017. Complètement. C'est autorisé. La FFBB le refuse dans ses compétitions, et même le voile adapté à la pratique du sport. Hein. On ne parle pas forcément de jeunes filles qui sont dans des tenues inadéquates pour la pratique du sport. Donc c'est ça qui est toujours un peu... Bon, et oui, il y a certainement des problèmes de ce côté-là aussi. On va finir, messieurs, avec un petit quiz de Vincent sur les prénoms. Vous savez que j'aime bien tous ces trucs-là, j'en fais parfois dans les chaînes. C'est deux semi-quiz pour tester vos connaissances. Il y en a un qu'on avait un peu déjà fait, mais qui évolue forcément tous les ans avec l'arrivée de nouveaux joueurs. Donc Vincent nous dit, citez-moi à tour de rôle un joueur évoluant actuellement en NBA dont le prénom est Isaiah. Il y en a 7 à trouver. Est-ce qu'on va voir si vous êtes capable d'y parvenir. Il y a 7 Isaiah en NBA. Qui commence? Alors, faut que tu donnes un ordre. Allez, je vais faire commencer Antoine. Isaiah Joe. Isaiah Joe d'Oklahoma City, tout à fait. Hartenstein. Isaiah Hartenstein d'OKC également. Isaiah Stewart. Je crois que tu jouais, Shai. Ah non, toi, mais non, je suis con. Il a la liste, Shai. J'ai la liste, moi. Ah oui, ok. Isaiah Stewart. Putain, tu m'as pris le mien, là. C'est ce que j'allais dire. Isaiah Stewart, Beef Stew de Détroit. Effectivement, il vous reste 4 joueurs. Alors, ils ne sont pas tous faciles. Hein. Ils sont même tous quasiment très durs. Oh là, parce que... Voire même un peu cheap, en fait. Est-ce qu'il y en a un au Hornet? Non. Il y a un joueur qui est trouvable parce qu'il joue souvent, qui est plutôt bon, très jeune, mais les autres, bon courage.
Isaiah Thomas de Third. Angélique, tout à fait, mais non, c'est pas lui. Il y en a un qui est trouvable et les autres, je vous donnerai la réponse. Il y en a un d'une équipe qui tank allègrement. C'est pas Isaiah Wong ou Wong là. C'est un rookie. Il y avait un Isaiah Wong, mais je pense qu'il a Isaiah Collier. Isaiah Collier du Utah Jazz, effectivement. Vu. Les 3 derniers, Isaiah Crawford des Kings, Isaiah Jackson des Pacers. Ah, lui, je l'avais. Isaiah Jackson, parce qu'on l'a vu à Paris. Ouais. Et Isaiah Stevens. Je le connais. Stevens du Miami Heat. Voilà. Pas simple. Je n'aurais pas trouvé les 3 derniers. C'est dur. Le deuxième, pour les Jalen, attention aux Jalen et Jalen, il y a 12, il y a 12 Jalen, J-A-L-E-N. Attention. Hein. 12 Jalen en NBA. Attends, J-A-L-E-N. Pardon, j'avais pas vu l'entièreté du truc. Il y a 12 Jalen, J-A-L-E-N. Et 4 Jalen avec J-A-Y-L-E-N en NBA. Donc il y a 16 joueurs qui ont ce prénom-là avec orthographe variable. On ne compte pas les Jalen comme Jalen Williams d'OKC, ni les Jalen. Voilà. Vous pouvez faire chacun votre tour. Théo, ce coup-ci, Théo commence. Jalen Brown. C'est pas mal. Jalen Brown des Boston Celtics. Jalen Williams. Jalen Williams d'OKC, tout à fait. C'était mon deuxième. Attends, tiens, du coup, j'ai un doute là. C'est horrible, j'ai un trou de mémoire. Jalen Duren? C'est Jalen Duren. J'ai eu le doute. Ouais. Jalen Duren des Pistons, ouais. Jalen Green. Jalen Green des Houston Rockets, tout à fait. Il y en a encore quelques-uns de. Il y en a forcément, ouais. Ouais. Jason. J'ai des trous de mémoire, c'est dur de vieillir. Il reste un All-Star dedans. Ah, j'en ai un, mais j'en ai un qui n'est pas All-Star pour le coup. Ah, j'en ai 2. Ok, j'en ai 2 là. Après, si t'es au calme. Vas-y, Antoine, parce que là, c'est horrible. J'ai un blocage complet. Il y a Jalen Johnson. Il y a Jalen Suggs du Magic. Il y a Jalen Suggs du Magic. Par contre, je sais pas pourquoi j'arrive pas à trouver le All-Star. Aïe. Si je te dis qu'il vient de se faire la cheville. Ah oui, Jalen Brunson, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Brunson des Knicks. Il vous reste 6 Jalen sans Y et 3 Jalen avec Y. Il y en a des introuvables, évidemment, enfin des très peu trouvables, et d'autres qui sont quand même faisables. Je suis en train. Moi, je bug. Je bug des mots hasard après. Jalen Thompson. Il y a Jalen Smith. Il y y a des noms très courts. C'est Jalen Smith ou c'est Non, il y a Jalen Smith au Chicago Bulls, absolument. Ah bah oui, bien sûr. Il y en a un, parmi les trouvables, je vais vous aider. Il y en a un au Memphis Grizzlies. Oui, le rookie, là, non? Absolument. Oui, c'est ça. Jalen Wells. Jalen Wells des Memphis Grizzlies. Ouais. Ensuite, il y en a un Washington Wizards qui a un frère qui est plus connu que lui. Champagny. Jalen Champagny. Non, McDaniels. Jalen McDaniels. Champagny, c'est Justin et Julian. Là, c'est Jalen McDaniels. C'est Jalen McDaniels au Washington Wizards. Les autres, il y en a un au Nets. Bon. Tu me l'as fait 2 fois en devinette, je crois. C'est ce que je suis en train de me dire. Jalen Wilson. Ah ok, ouais. De Brooklyn. Son nom de famille. Au Timberwolves, il y en a un qui a fait quelques apparitions pas mal ces derniers temps. Shannon. Non, Jalen. Non. Non, mais c'est son nom de famille, Shannon Junior, mais c'est pas Jalen. Non, c'est pas Jalen son prénom. Non. Alors c'était Jalen Clark avec un Y au Timberwolves. Ah oui. Et je vous donne les. Shannon Junior. Comment il s'appelle. C'est pas. Je sais plus. C'est pas grave, c'est pas le sujet. Les 3 Jalen sans Y qui restent, c'était Jalen Bridges des Suns, Jalen Crutcher des Pelicans, Jalen Pickett des Denver Nuggets. Et il restait un Jalen avec Y, très difficilement trouvable aussi, Jalen Martin des Washington Wizards. Voilà. Non, c'est des joueurs inventés, ça. C'est Terrence, le prénom de Shannon Jr. Terrence Shannon Jr. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vrai que c'était fluide et Jalen, tu vois, j'arrive même pas à le dire. C'était pas fluide. Donc je savais que c'était un truc fluide. Voilà, messieurs, pour aujourd'hui. Merci pour toutes vos questions, vos propositions de jeu. Je les garde toujours de côté, ne vous inquiétez pas. Yes, merci à tous. N'oubliez pas, demain, le Hoop Culture avec Théo et Pierre Armand. Et nous, on se retrouve lundi pour un CQFR du week-end avec Shai. Ciao à tous. Ciao. Ciao.
out there, and it's either play or get played.